Madame, Monsieur, bonsoir. Vous regardez Question d'actu, votre nouveau rendez-vous pour les analyses pertinentes et précises des faits d'actualité sur Médien TV, bien sûr. Tous les jours, nous ferons appel à des experts chevronnés pour commenter une ou plusieurs thématiques d'actualité. Et pour ce premier numéro, un dossier spécial sur la résolution 2602 qui renouvelle pour un an le mandat de la MINURSO au Sahara marocain. Le texte a été adopté vendredi dernier par 13 voix pour et 2 abstentions, en l'occurrence celle de la Russie et de la Tunisie. Dans le détail, plus précisément dans le paragraphe 6 de ce texte, il y a un appel clair pour la reprise des consultations entre le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Front Polisario sous l'égide des Nations Unies via le nouvel émissaire Stéphane de Mistura, qui prend d'ailleurs aujourd'hui ses fonctions officiellement aujourd'hui à partir de ce 1er novembre. Donc, la résolution, entre autres, redéfinit les prérogatives de ce nouvel envoyé personnel du secrétaire général onusien dans la région et ainsi, malgré les pressions d'Alger et un report, cette résolution a finalement été votée, mettant Alger au pied du mur. Ce soir, nous répondrons à des questions cruciales suite à ce vote de cette résolution 2602, notamment l'impact qu'elle aurait sur la question du Sahara, la symbolique dans le changement de paradigme international à travers des positions de pays vis-à-vis de cette résolution et cette question du Sahara. Nous recevons ce soir 4 experts depuis Casablanca, Abdelatif Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques et sociales à l'université Hassan II. Depuis Paris, le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, l'IPSE, Emmanuel Dupuis. Et de Washington, Samir Bennis, conseiller politique et rédacteur en chef de Morocco World News. Et enfin, depuis Rabat, Mohamed Ben Hemou, président du Centre marocain des études stratégiques. Bonsoir messieurs, bienvenue parmi nous dans cette émission Question d'actu. Alors, ma première question, elle est d'ordre plutôt général. Nouvelle résolution de l'ONU. Samir Bennis, est-ce qu'on peut parler d'une victoire pour le Maroc ? Bonjour Madame Hassan, merci pour l'invitation. Moi, je dirais il y a une avancée majeure de la diplomatie marocaine. Et pour comprendre la portée et l'importance de la nouvelle résolution, il faudrait l'analyser à l'aune du contexte régional dans lequel elle a été adoptée. On sait bien que le contexte régional, ces derniers mois, a été marqué par une tension sans précédent entre le Maroc et l'Algérie, une tension qui a atteint son point d'orgue avec la rupture par l'Algérie de ses relations diplomatiques avec le Maroc, ainsi que la fermeture de son espace aérien et les sorties médiatiques à répétition des responsables algériens dans lesquels ils mettent en garde le Conseil de sécurité contre toute poursuite du processus politique selon les paramètres adoptés depuis 2007. On sait bien aussi que les événements du 13 novembre de l'année dernière, ainsi que la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine du Sahara, a complètement changé la donne et en faveur du Maroc. Durant les 12 derniers mois, l'Algérie et le Polisario ont cherché par tous les moyens à créer une guerre dans la région et à pousser le Conseil de sécurité à intervenir. Le but que l'Algérie, à travers les gesticulations de l'Algérie et du Polisario, elle cherchait à obtenir 2 objectifs principaux. Premièrement, elle cherchait à obtenir que le Conseil de sécurité mentionne les événements de Guelgueres, qu'il condamne le Maroc et qu'il exige du Maroc de rétablir le statu quo qui a prévalu avant cette date. L'Algérie a cherché par tous les moyens à éviter que le Conseil de sécurité n'entérine d'une manière tacite la souveraineté marocaine sur Guelgueres. Deuxièmement, l'Algérie et le Polisario cherchaient à faire en sorte que le Conseil de sécurité qu'il réintroduise
un nouveau paramètre dans le mandat de la MINURSO, de sorte que l'Algérie ne soit plus mentionnée ni considérée comme partie prenante du conflit. À mon sens, je pense que le libellé de la nouvelle résolution est un camouflet majeur pour l'Algérie, surtout quand on sait le contexte dans lequel la résolution a été adoptée, comme je viens de signaler. Pour le Conseil de sécurité, le chapitre de Guelgaretz est maintenant clos. Pour le Conseil de sécurité, cette partie qui auparavant était considérée comme faisant partie des zones tampons dans la région est passée sous souveraineté marocaine. Très bien. Alors, en termes de droit international, professeur Komat, Latif Komat, donc cette résolution approuvée a clairement fait l'impasse sur deux principales revendications de l'Algérie et bien sûr du Front Polisario, à savoir rendre responsable le Maroc dans la reprise de la guerre et l'élargissement du mandat de la MINURSO à la surveillance des droits de l'homme au Sahara. Alors, professeur Komat, est-ce qu'on peut parler d'une victoire pour le Maroc? Donc, je repose la même question que je posais à Samuel Benis, mais surtout une défaite claire d'Alger. Oui, en fait, il y a un certain nombre d'indicateurs qui font prévaloir en fait ce qu'on peut appeler une victoire du Maroc, une victoire marocaine sur ce sujet très très important pour notre pays. Tout d'abord, bien sûr, le vote. En fait, on sait que 13 pays ont voté pour la résolution et bien sûr, parmi ces 13 pays, il y a 4 membres permanents du Conseil de sécurité. Et également, bien évidemment, même les deux, en fait, il ne s'agit pas d'un refus, il s'agit d'une abstention. Et on sait qu'en matière de droit international, une abstention, ce n'est pas un refus, mais peut-être des réserves à un certain nombre de modalités. Donc déjà, le symbolique, c'est d'ailleurs le vote massif pour cette résolution qui va dans le sens, je dirais, des propositions et de la position marocaine. On peut également parler de victoire parce que le rapport, en fait, rappelle tous les points positifs qui sont associés à la position marocaine, notamment, bien évidemment, le fait qu'aujourd'hui, tout ce qui est droits de l'homme, et ça a été cité d'une manière très claire que le Maroc est engagé, bien sûr, sur le respect du droit de l'homme à travers le Conseil national du droit de l'homme et la représentation du Conseil au niveau des régions de l'Aïoun et de Dakhla d'une manière vraiment très, très expresse. Et ça, bien sûr, va à l'encontre de la tentative d'Alger depuis toujours d'intégrer les Nations Unies pour être partie prenante de la question du droit de l'homme. En fait, aujourd'hui, le rapport considère que le Maroc gère bien cette question et salue les avancées sur ce plan-là. On peut également évoquer la question en fait de la prééminence, de la crédibilité et du sérieux qui a été rappelé plusieurs fois de la proposition marocaine du 11 avril 2007. Le Maroc a proposé l'autonomie et l'autonomie aujourd'hui est toujours considérée comme la solution la plus viable, la plus crédible. Et bien évidemment, on peut également évoquer tout ce qui a été cité comme, je dirais, travail sérieux fait par le Maroc, notamment sur le plan économique. Ça, les rapports depuis des années du Conseil de sécurité rappellent l'avancée énorme que connaissent les régions du sud marocain à travers un certain nombre d'investissements, et ce qui, bien sûr, démontre tout d'abord l'engagement du Maroc pour renforcer l'aspect économique, mais également à travers toute une approche participative de la population, d'une part, qui participe à ces actions, mais également qui bénéficie de ces efforts. Donc tout cela est bien évidemment évoqué, souligné et rappelé à plusieurs fois au niveau du rapport. Et donc tout cela va dans le sens de la crédibilité, du sérieux de la position marocaine. Et donc on ne peut que saluer en fait l'adoption de ce rapport et le considérer comme une victoire pour notre pays. Mohamed Ben Hamoud, donc président du Centre marocain des études stratégiques, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette résolution? Est-ce que, peut-être que vous voudriez d'abord réagir sur ce qui a été dit par professeur Komat ou Samuel Benis, mais aussi, moi, cette question, elle est vraiment spécifique aux nouveautés qu'apporte cette résolution par rapport à d'autres résolutions qui ont été approuvées avant, toujours sur cette question du Sahara.
Oui, je pense que comme ce qui vient d'être dit par mes collègues, il y a aujourd'hui un contexte qui a laissé, d'après nos voisins, entendre que quelque chose allait changer. Surtout, donc, on a vu une grande agitation de l'Algérie, un grand forcing de l'Algérie, je dirais même une excitation qui a donné un résultat désastreux pour l'Algérie. C'est une défaite cuisante. C'est une de plus, mais je ne pense pas que ce pays va s'arrêter là. Il est clair que ce qu'on a aujourd'hui, dans le contexte qui a été décrit auparavant par mes collègues et dans ce que aussi l'Algérie a placé comme enjeu, ce qui est aujourd'hui important à souligner, c'est que le Conseil de sécurité maintient l'esprit et maintient la logique dans laquelle il s'est inscrit depuis ces dernières années. Et bien sûr, au moment où l'Algérie qui a cherché à trouver donc des appuis, et on peut se poser des questions donc sur le comment, elle n'a pas réussi à faire changer les objectifs du Conseil de sécurité, et on a aujourd'hui une voie qui est claire, qui est tracée, qui est celle de la communauté internationale, à savoir donc consacrer le processus des tables rondes comme seul cadre pour le processus politique. Et on sait que l'Algérie a cherché à miner ce processus, surtout que dans la même lancée, l'Algérie fait partie donc des pays qui sont consacrés, plus donc ce groupe armé, à savoir donc le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie, et bien sûr donc le Polisario. L'Algérie donc ne voulait pas et voulait donc se dédouaner de cette participation et de s'éloigner, parce que donc c'est une implication direct, et le fait, et d'ailleurs l'Algérie a été citée autant de fois que le Maroc, c'est-à-dire 5 fois le Maroc est cité et 5 fois l'Algérie est citée. Troisièmement, donc c'est aussi la responsabilité de l'Algérie qui est confirmée, notamment donc sur la question du recensement des séquestrés, et ce que l'Algérie, et ça aussi donc c'est un point important à souligner, c'est la tentative de remettre en cause le cessez-le-feu qui est en place depuis 1991, et sa tentative de faire porter au Maroc la responsabilité. Et on a vu que El Gargarat, que l'Algérie donc a voulu bien sûr placer comme élément à l'origine d'un éclatement du processus, il n'a pas été du tout donc retenu, et même toute cette guerre fictive que l'Algérie et le Polisario donc annoncent depuis plusieurs mois, elle n'a aucunement donc été mentionnée. C'est-à-dire que le leurre que l'Algérie a cherché à vendre, et on peut dire que l'Algérie avait besoin d'obtenir quelque chose, et elle a fait un forcing inégalé. On peut dire que cette année, donc l'enjeu et cette résolution, donc c'était la mère des batailles pour un régime algérien qui doit gérer beaucoup de problèmes, qui aujourd'hui
se trouve dans une position où il ne peut plus faire machine arrière, donc il se lance dans une excitation effrénée, malheureusement donc qui le place encore de plus en plus dos à dos face à la communauté internationale. Il n'y a qu'à voir la réaction officielle de la diplomatie algérienne qui rejette cette décision, qui la qualifie de partielle et qui cherche bien sûr donc à se positionner dans une position complètement donc anti processus onusien et communauté internationale. L'Algérie n'a pas réussi à faire impliquer dans le processus des organisations régionales. C'est ce qu'elle a cherché à faire, mais le dossier donc reste entre les mains des Nations Unies et le processus politique reste dans le cadre des tables rondes et les partis restent les mêmes et le plan d'autonomie, comme ça a été dit par mes collègues avant moi, il a été encore cité comme donc un plan crédible et sérieux. Nous sommes face, certes, à une victoire pour le Maroc, à une énième défaite cuisante pour l'Algérie, mais nous sommes surtout à une phase où même la Russie, qui a cherché à soutenir une certaine approche algérienne, entre guillemets, au début, il faut comprendre que le fait donc qu'elle s'abstienne est beaucoup plus donc une position positive que négative. Si la Russie était tellement convaincue de l'approche algérienne, et si ce n'était pas seulement donc un soutien, j'allais dire donc d'honneur beaucoup plus qu'un soutien de conviction, elle aurait voté contre. Et certainement. Nous allons revenir, professeur Benhamou, nous allons revenir sur le détail des votes et notamment cette abstention de la Russie et de la Tunisie. Mais revenons aussi sur cette déclaration du chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, donc à l'issue de ce vote, je le cite, au final aujourd'hui, le problème n'est pas entre le Maroc et l'Algérie, mais entre l'Algérie et la communauté internationale, car la volonté de la communauté internationale a été plus que claire. Fin de citation. Une réaction, Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, par rapport à ces déclarations fortes et ce qui ressort finalement de l'essence même de cette résolution, de l'implication claire de l'Algérie et puis de la responsabilisation de l'Algérie par la communauté internationale dans cette question du Sahara. Premièrement, effectivement, c'est une victoire marocaine, ou une victoire de la diplomatie tout court. Il faut rappeler que la présidence du Conseil de sécurité est assurée par le Kenya. Par le passé, le Kenya n'a pas été très en phase avec la position marocaine. En l'occurrence, n'avait pas validé autant qu'elle a pu le modifier son point de vue sur le projet d'autonomie, le plan d'autonomie proposé par le Maroc. Donc c'est effectivement une bonne chose que 13 des 15 membres du Conseil de sécurité aient validé la prolongation de la MINURSO avec la résolution 2602 et enfin la prise de position à la mise en place, donc du mandat de Stéphane de Mistura. Néanmoins, Omar Ilalé, l'ambassadeur marocain, a raison de rappeler que la question ne se limite pas à une opposition entre l'Algérie et le Maroc. C'est une question qui implique l'ensemble des pays du voisinage. Et là-dessus, les précédentes résolutions, j'ai en tête les résolutions qui avaient engagé l'ensemble des pays, je crois que c'est Mohamed Benhamou qui l'a rappelé, et notamment la résolution d'octobre dernier, la résolution 2648, qui précise qu'évidemment un certain nombre de partenaires sont engagés dans cette discussion, en s'appuyant évidemment sur la proposition marocaine qui, je crois, a été rappelée avec force et vigueur dans la résolution 2602, c'est-à-dire
que le projet d'autonomie ou le plan d'autonomie reste la solution la plus viable, en tout cas celle sur laquelle doit s'appuyer les réflexions de la communauté internationale. Je crois qu'il est important. Donc je rappelais donc la résolution 2548 du 30 octobre 2020 et bien évidemment mettant en avant le fait que cette question s'inscrit dans une offensive diplomatique beaucoup plus large qui n'implique pas seulement une opposition frontale entre l'Algérie et le Maroc. On a vu par le passé que cela avait provoqué un certain nombre d'éléments perturbateurs pour l'ensemble des pays de la région. Et d'ailleurs, il faut se plaindre, je crois, et sans doute mettre la pression dans les prochains jours sur la décision du président Abdelmadjid Tebboune de rompre l'accord gazier qui lie les trois pays, l'Algérie, le Maroc et l'Espagne, en fermant les vannes du gazoduc, donc reliant les trois pays. Donc je crois que cette résolution est un facteur supplémentaire confirmant que c'est bien à l'ONU que la question du statut du sud marocain doit être portée et non pas au niveau de l'Union africaine, même s'il faut se réjouir qu'en avril dernier, une résolution enfin du Conseil paix et sécurité ait mentionné le fait que ce dialogue devait se faire sur des bases concrètes, apaisées et en mettant en avant les différents acteurs. Il est évidemment utile de rappeler que cela a été rendu possible tout simplement parce que le ministre des Affaires étrangères algérien, Ramtan Lamamram, n'est plus président du Conseil paix et sécurité. Voilà, je reprends la formule qui était employée, appelant donc cette résolution du 9 mars 2021, appelant à des pourparlers directs et francs. Je crois que maintenant, c'est ce sur quoi il faut que chacun travaille. Mais il semble que quand même la voix de l'Algérie soit inaudible dans la communauté internationale. Quelles sont les raisons derrière cela? Vous avez évoqué à juste titre, Emmanuel Dupuy, cette question de l'affaiblissement, j'ai envie de dire, de la diplomatie algérienne. Mais quelles sont les autres raisons par rapport à cette, j'ai envie de dire, à ce positionnement algérien sur l'échiquier mondial? Écoutez, je ne dirais pas que la position algérienne est inaudible, ce serait un petit peu exagéré de ma part. Néanmoins, la position algérienne est fragilisée. Elle est fragilisée par une situation politique intérieure. Elle est fragilisée par une situation politique intérieure, évidemment, liée au fait que le président Tebboune a certes été élu en décembre 2019, mais il n'a pas montré sa capacité à tenir son mandat, ou en tout cas à tenir compte d'un mandat qui appelait à une mise en place d'un régime civil, alors même que les services de renseignement et les militaires sont encore largement aux affaires. Situation politique et domestique intérieure complexe, avec la mise en place d'un certain nombre de palliatifs qui est dû par les prix à la pompe, c'est-à-dire l'augmentation des tarifs gaziers et des tarifs pétroliers. Bien évidemment, le régime algérien en joue. D'ailleurs, le président Vladimir Poutine s'est montré très direct ces dernières heures en expliquant que l'arme gazière ne devait pas être brandie contre ses voisins, en oubliant que le président Vladimir Poutine le fait aussi souvent de son côté. Mais je crois qu'il est important de rappeler que la position algérienne... Est-ce qu'il y a une sorte d'imitation justement de ce régime russe par l'Algérie, sur cette question du gaz du moins? Il y a une volonté de la part de l'Algérie de tenir compte des immenses réserves gazières, 29% sur le continent africain, mais il y a aussi de la part du gouvernement algérien une sorte d'anachronisme à vouloir en faire une arme commerciale, alors même que les prix ne sont pas définis par l'Algérie, mais sont définis par le cartel qui évidemment se réunit à Vienne, l'OPEP+, et notamment sa version gazière, l'OPEC, dans lequel la Russie évidemment est de plus en plus prégnante. Pour répondre et pour finir sur la question que vous m'avez posée, à laquelle je n'avais pas donné tous les éléments de réponse, oui, la diplomatie algérienne semble un peu fragilisée pour une autre raison, c'est que la position algérienne est fragilisée par l'instabilité régionale ambiante. Il n'est pas d'ailleurs totalement incompréhensible que le président Kais Saïed en Tunisie, lui-même faisant l'objet d'une forte pression institutionnelle
des bourratiques dans son pays ait décidé de ne pas voter la résolution 2602, tout comme la Russie. Il faut avoir à l'esprit que la situation géopolitique régionale affaiblit la position que l'Algérie veut mettre en avant, c'est-à-dire une capacité ou une volonté d'incarner un leadership qu'elle veut imposer sur la stabilisation dans le Nord Mali ou évidemment le rôle qu'elle entend jouer sur la question libyenne. Force est de constater que les instabilités et en Libye et au Mali et de nouveau en Tunisie fragilisent cette légitimité algérienne et c'est la raison pour laquelle la résolution 2602 apparaît comme une vraie victoire diplomatique de la part de la diplomatie marocaine. Très bien, alors ça tombe bien que vous évoquiez le cas de la Tunisie. Donc la Tunisie s'est abstenue de voter, un peu comme la Russie, contre les 13 pays qui ont voté pour cette résolution. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Abdelatif Komat, cette abstention de vote de la Tunisie est compréhensible de par la situation sur le terrain? En gros, combien coûte cela finalement à l'Algérie, cette abstention de la Tunisie? Oui, en fait, on peut dire qu'elle est relativement compréhensible. Si on la contextualise, bien évidemment, on aurait souhaité que la Tunisie, vu la relation historique qu'il a toujours entretenue avec le Maroc, il ait une position plutôt en faveur de cette résolution. Mais il faut dire, comme l'ont dit mes collègues, nous sommes dans une situation géostratégique qui est mouvante, aussi bien au niveau de la région dans son intégralité qu'au niveau de pays voisins, notamment la Tunisie. Vous savez, la situation dans laquelle aujourd'hui se trouve la Tunisie, c'est une situation en fait où il y a en fait tout un mouvement au niveau de l'élan démocratique et bien évidemment, c'est des choses qui ne se sont pas encore stabilisées, ça d'une part, mais d'autre part, bien évidemment, il y a la relation avec le voisin le plus proche qui est l'Algérie, qui exerce certainement une pression sur la Tunisie dans le sens peut-être d'une position négative, mais la Tunisie n'est pas allée jusqu'à prendre cette position négative, il s'est abstenu. Bien évidemment, on relativise parce qu'il s'agit en fait pour la Tunisie peut-être de couper la poire en deux en ne refusant pas, plutôt en n'ayant pas un avis négatif. Et ça, c'est bien évidemment préserver les relations qu'il a avec le Maroc. Mais de l'autre côté, en fait, pour, je dirais, faire plaisir un peu aux voisins qui exercent une pression sur tous les plans, qu'ils soient sur le plan économique, sur le plan pétrolier et sur le plan également géostratégique, mais également politique. Et c'est pour cela qu'il s'agit de relativiser, de la contextualiser cette je dirais, position tunisienne qui certainement ne remet pas en cause la profondeur des relations qu'ont les peuples marocains avec le peuple tunisien. Il faut également peut-être situer cette position sur un plan maghrébin. Et là, je voudrais également souligner en fait cette dimension maghrébine qu'il ne faut pas oublier. D'ailleurs, même le Conseil de sécurité l'évoque. Et en fait, le fait d'aller vers le renforcement du Maghreb, dans le sens bien évidemment économique, parce qu'on le sait, il y a le coût du Maghreb qui est énorme pour tous les pays. Et bien évidemment, il y a également la dimension sécuritaire au niveau de la région. Et la communauté internationale a besoin d'un Maghreb fort, justement pour freiner cet élan d'insécurité qui règne au niveau de la région. Et donc c'est pour cela que la position tunisienne, il faut la contextualiser par rapport à toute cette dimension géostratégique, mais également économique. Et on est persuadé que la Tunisie, en fait, il ne s'agit pas d'une remise en cause de la profondeur des relations d'amitié qu'ont les deux peuples. C'est une question de conjoncture qui certainement va changer avec le temps. Très bien. Alors, puisqu'on parle de changement avec le temps, Samir Benmis, rédacteur en chef de Morocco World News, et bien sûr, par rapport aux autres puissances, les 4 grandes puissances, à savoir les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine et la France, qui ont voté, ils font partie des pays qui ont voté pour cette résolution. Un peu, on conforte la position marocaine par rapport à sa proposition, n'est-ce pas? Moi, je voudrais parler aujourd'hui aussi de la position de la nouvelle administration Biden par rapport à cette question du Sahara. Si vous permettez, je voudrais tout d'abord rebondir sur la question que vous avez posée à mon collègue M. Dupuis sur
le fait que l'Algérie se trouve en porte-à-faux avec la communauté internationale en ce qui concerne sa position. Si vous permettez. Bien sûr. Je voudrais juste dire que l'Algérie a une position anachronique et contraire au consensus international autour de la question du Sahara, car on sait bien que depuis maintenant 2 décennies, il y a un consensus sur le fait qu'il n'y aura pas de solution à la question du Sahara sans qu'il n'y ait des négociations qui aboutissent sur une solution réaliste, durable et mutuellement acceptable par toutes les parties, y compris l'Algérie. Or, à travers le communiqué que l'Algérie a publié hier, elle essaie de faire en sorte que le processus retourne à la case départ en 1991 à la suite de l'adoption de la résolution 690. Et à travers ce communiqué, l'Algérie montre qu'elle est prise au piège et qu'elle ne sait pas à quel sens s'avouer, car elle sait bien qu'avec le temps, le Maroc a gagné du temps, il a montré sa résilience, il a montré sa patience, et avec le temps, il a fait en sorte que le processus onusien soit en phase avec les intérêts stratégiques du Maroc, avec ses droits historiques. Et du coup, maintenant, le Maroc se trouve dans une position de force. Et on sait bien que les résolutions du Conseil de sécurité ont une portée juridique, car l'Algérie essaie toujours de parler des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. Or, depuis 30 ans, la question fait partie des prérogatives exclusives du Conseil de sécurité. Et toutes les résolutions adoptées depuis 14 ans, elles parlent de la nécessité que les partis soient guidés par un esprit de réalisme et de compromis. Et là-dessus, j'aimerais bien préciser... Alors justement, on s'arrête sur cette question de compromis. Qu'est-ce que cela veut dire dans le langage diplomatique? Qu'est-ce que ce compromis, tel que ça a été cité dans le texte de cette résolution 2602? Précisément, et c'est là où je voudrais montrer pourquoi on est en face à une victoire de la diplomatie marocaine, car pour comprendre l'importance du compromis ou du réalisme, il faudrait tout d'abord expliquer que dans le langage de l'ONU, tout point, toute virgule, tout verbe ou adverbe ou mot a une portée très importante. Et des fois, j'ai assisté à des réunions à l'ONU où des fois on passait 2 à 3 heures à négocier sur 1 ou 2 mots. Pourquoi ça? Parce que les États membres ils sont conscients que chaque mot a sa portée politique et juridique. Et là, en parlant du compromis, à partir de l'adoption de la résolution 2414, le Conseil de sécurité a mis le point d'une manière progressive sur la nécessité que les partis soient guidés par le compromis. Le mot compromis a été mentionné dans la résolution 2414 et 2440 3 fois. Par la suite, dans toutes les résolutions suivantes, elle a été mentionnée 5 fois. Et pour comprendre la portée et l'importance de ce mot, il faudrait savoir que dans toutes les résolutions adoptées entre 2007 et 2017, le mot compromis n'a été mentionné que 1 à 2 fois. De même pour le mot réalisme. Dans toutes les résolutions adoptées depuis 2017, y compris 2018, y compris celle 2414 jusqu'à 2602, le mot réalisme est présent 3 fois en plus du mot réaliste. Or, dans toutes les résolutions adoptées entre 2007 et 2017, le mot réalisme n'était présent qu'une fois, alors que le mot réaliste n'était pas présent. Il s'agit là d'éléments clés qui démontrent l'importance et la portée politique et juridique des nouvelles résolutions adoptées par l'ONU depuis 2018, en plus du fait que l'Algérie maintenant est désormais considérée comme partie
prenante du conflit. Pour revenir à votre question sur l'administration Biden, c'est vrai qu'après, il y a toujours des craintes au Maroc sur le fait que les administrations démocrates ne sont pas vraiment très réceptives aux positions marocaines sur la question du Sahara. Il y avait des craintes que cette administration, et il y avait surtout l'espoir de la part de l'Algérie que cette administration ne reconsidère sa position sur la reconnaissance américaine. Or, on sait bien qu'il n'y a pas eu de changement. On pourrait aussi dire que dans la justification du vote du responsable américain vendredi, il n'a pas vraiment montré une position très claire et ferme en ce qui concerne le projet d'autonomie, mais il faut aussi mettre ça dans un contexte. Dans la politique américaine, des fois, surtout en ce qui concerne les démocrates, il y a certainement des fois un changement en ce qui concerne le temps. Mais en ce qui concerne la substance et l'essence même des positions américaines, la substance, elle reste la même. Même s'il y a un petit changement de discours de cette administration par rapport à celle de Trump, la substance reste la même. Et celle-là, la substance veut dire le maintien de la reconnaissance américaine, de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Si vous permettez aussi un point important, en parlant du réalisme, dans les discussions qui ont précédé l'adoption de la résolution, la Russie a insisté sur le fait que le mot réalisme soit supprimé de la résolution. Et elle l'a fait pour la simple raison qu'elle sait bien que l'inclusion de ce langage est très négatif pour l'Algérie et signifie d'une manière on ne peut plus claire que pour le Conseil de sécurité, le seul organe de l'ONU compétent pour statuer sur le conflit, la solution du conflit du Sahara ne passera qu'à travers des négociations politiques qui devraient aboutir sur une relation durable, praticable, réaliste et mutuellement acceptable par toutes les parties. Très bien. Mohamed Benhamou, vous êtes président également de la Fédération africaine des études stratégiques. Je voudrais qu'on parle un peu aussi dans le détail des autres pays qui ont voté pour, en l'occurrence le Kenya, qui a voté pour cette résolution 2602. Alors tout d'abord, peut-être une lecture par rapport à ce vote kényan et peut-être aussi au changement de paradigme au sein même de notre continent par rapport à cette question du Sahara et par rapport à la proposition marocaine. Oui, je pense que le lexique onusien et le lexique même sur le continent donc, a beaucoup évolué. Il faut se dire que déjà depuis James Baker et son plan, la question pour les Nations Unies donc, a été peu d'années après l'instauration donc du cessez-le-feu en 1991 qu'il ne peut y avoir donc une solution sur une base d'un vainqueur et d'un perdant. Donc il fallait aller vers autre chose. Et l'autre chose, donc, c'est la solution politique. Et il y a le plan d'autonomie et on a vu, comme ça a été dit par mes collègues avant moi, là, une évolution dans le lexique, dans le langage et dans la terminologie. Utilisée et adoptée par le Conseil de sécurité et par le secrétaire général des Nations Unies. On a vu aussi une évolution au niveau africain et bien sûr des pays qui avaient des positions plus ou moins donc tranchées sur le continent et qui ont hérité pour beaucoup des positions antérieures donc qui ont été adoptées dans leur pays, ont
sont allés vers beaucoup plus de réalisme, beaucoup plus de pragmatisme et ont adapté leur position à un contexte actuel, à une évolution actuelle, à une réalité qui est celle d'aujourd'hui. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que l'Algérie s'isole de plus en plus parce qu'elle reste prisonnière d'une ère et d'une époque complètement donc révolue, qui est celle de la guerre froide, et parce que l'Algérie et le régime algérien, malheureusement, a fait de cette question de l'intégrité territoriale du Maroc, comme l'avait bien évoqué l'ambassadeur Omar Hillel, un agenda, une politique, je dirais même, qui s'inscrit pleinement dans la doctrine du régime algérien, à savoir donc avoir le Maroc comme ennemi idéal et n'avoir de relations avec le Maroc que sur une base de conflictualité. Alors le Kenya, bien sûr, on voit que la position, elle peut parfois donc avoir quelques zones qui ne sont pas complètement donc claires. On comprend que au Kenya, donc il y a plusieurs acteurs, plusieurs approches, même si on voit une évolution. Et là, ce dernier vote confirme que le Kenya, comme beaucoup de pays africains, et la crainte que l'Algérie a aujourd'hui, c'est que ce qui vient de se passer lors de sur quoi donc elle espérait et sur quoi donc elle espérait obtenir un résultat et sur quoi donc elle a misé, à savoir donc de changer la nature, le contenu, l'esprit et le texte et donc de cette résolution, elle n'a pas réussi. Sa crainte profonde maintenant, c'est que le combat il va être mené à l'intérieur de l'Union africaine, et elle comprend très bien est-ce que vous voulez dire que par cela, Mohamed Ben Hammou, à laquelle elle va devoir faire. Est-ce que vous voulez dire par cela que l'Union africaine peut passer à l'action bientôt? C'est ce que craint Alger aujourd'hui, et ce en rayant le Front Polisario de la composition de cette Union africaine? Est-ce que c'est ce que craint le plus Alger aujourd'hui, après donc cette défaite au sein de l'ONU, une double défaite continentale cette fois à l'Union africaine, qui ne reconnaîtrait plus le Polisario en son sein? Absolument, je pense que l'Algérie sent le vent changer et tourner, et je pense qu'il y a aujourd'hui les prémices que le Polisario va être éjecté de l'Union africaine. C'est un lourd fardeau que l'Union africaine ne peut plus supporter, et c'est une présence qui est aujourd'hui comme d'abord injustifiée, injuste et illégale à la base. C'est un héritage que l'Union africaine a eu de l'OUA et dont elle ne veut plus supporter cette présence et continuer à accorder une légitimité à une entité fantoche, à une entité qui n'a aucun élément constitutifs de l'État, qui sont donc les éléments juridiques d'un État, et qui n'a aucun attribut juridique aussi d'un État comme il peut être reconnu, que ce soit donc la personnalité morale, que ce soit la personnalité juridique, que ce soit la reconnaissance et la souveraineté, etc. Donc autant d'éléments donc basiques, et je pense que nous sommes dans une phase où l'Algérie sent que j'allais dire donc sa création, donc ce qu'elle a essayé, j'évite d'utiliser donc d'autres mots. Elle sent que ça va être éjecté, et là ce qu'on doit aujourd'hui donc comprendre, le régime algérien est en train de jouer sa survie.
son agitation, cette excitation, ce forcing, tout ce qu'il est en train de miser sur cette question, alors que les pommes de terre aujourd'hui donc représentent un enjeu majeur pour le citoyen algérien par leur prix. Un pays riche avec une population pauvre, il sait aujourd'hui que c'est sa survie qu'il est en train de jouer. C'est pourquoi, après avoir donc misé et après avoir donc investi beaucoup d'argent, il risque aujourd'hui donc d'aller vers des voies de folie. C'est pourquoi donc la retenue, la responsabilité, la sagesse avec laquelle le Maroc gère ce voisinage difficile, il est reconnu par la communauté internationale, de même que l'approche marocaine sur le terrain, le développement que connaissent les provinces du Sud, la représentativité des populations dans l'ensemble des institutions électives, régionales, locales, provinciales, etc. Donc autant d'éléments qui font que le Maroc est aujourd'hui donc dans une bonne position comme il l'a été, mais il est toujours donc un acteur responsable et crédible. Et le risque, c'est que donc le risque pour le régime algérien, qui aujourd'hui donc se déclare dans une position de rejet, même il va encore plus loin pour ne pas soutenir, déclarer ne pas soutenir donc la déclaration. Il risque de se retrouver dans une position d'État hors la loi. Très bien. Alors, justement, puisque vous l'évoquez, Mohamed Ben Hamou, ma prochaine question est pour Emmanuel Dupuy par rapport au vote chinois. La Chine donc semble aussi prendre ses distances et comme pour reciter peut-être ce terme utilisé par professeur Ben Hamou, les folies, elle prend ses distances vis-à-vis des folies du régime algérien. Quelle est la symbolique de ce vote chinois et d'autres votes de pays qui ont changé de position, pour ne nommer par exemple que l'Irlande. Donc aujourd'hui, clairement, il y a un changement au sein de ce Conseil de sécurité par rapport à cette question du Sahara. On a parlé de pays africains, mais pas que, on parle aussi de grandes puissances, notamment la Chine. Oui, vous avez raison de mentionner la Chine. La Chine est évidemment dans une situation un peu particulière puisque le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures lui est très cher et en même temps le principe de la souveraineté lui est encore plus familier. D'ailleurs, le changement n'est pas nouveau. Il s'est produit à l'occasion, il y a quelques mois de cela, de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères marocain Nasser Bourita et l'ambassadeur de Chine à Rabat, qui a rappelé ces deux principes fondateurs, évidemment avec le principe du respect de l'intégrité territoriale et le principe, donc, comme je l'expliquais, de la non-ingérence dans les affaires intérieures. La position chinoise est singulièrement importante car d'une certaine façon, elle compense le positionnement de la Russie. La Russie n'a pas bougé. De ce point de vue, on peut difficilement lui faire grief de cela. La position russe qui a été rappelée par Sergueï Lavrov s'appuie sur une résolution qui date de 1966 sur les territoires autonomes non attribués. C'est en tout cas la doxa et la position que la politique étrangère russe ne s'est pas départie, nonobstant la chute, la position soviétique, puis la position russe. La position chinoise est évolutive et de ce point de vue-là, il est intéressant de constater que la position chinoise peut faire bouger beaucoup de lignes sur le continent africain. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit avec une mobilisation très forte d'un certain nombre de pays des 5 zones africaines qui ont reconnu, de part et d'autre, la marocanité du Sahara, et puis avec un autre particularité, qui est celui de la temporalité. La temporalité qui fait que la présidence de l'Union africaine va être confiée d'ici quelques mois à un pays qui est particulièrement impacté
par la stabilité de la région, c'est-à-dire le Sénégal. Et le président Macky Sall a d'ores et déjà dit que, premièrement, ils agiraient en conformité, en symbiose, évidemment, avec l'agenda de l'Union africaine, mais surtout avec l'agenda de l'Union européenne. Il y aura en février prochain le 6e sommet enfin réalisé entre l'Union européenne et l'Union africaine. La présidence française de l'Union européenne, la présidence sénégalaise de l'Union africaine auront des points de vue convergents, et c'est d'autant plus important pour le Maroc qu'en même temps, les deux pays avec lesquels elle a eu des litiges diplomatiques durant les derniers mois, l'Espagne présidera le Conseil de l'Alliance Atlantique et l'Allemagne présidera le G7. Donc je ne dis pas qu'il y a un front diplomatique qui est en train de se constituer, mais qu'il y a en tout cas des perspectives calendaires et chronologiques dont il faut tenir compte. Et de ce point de vue, la position des autres pays membres du Conseil de sécurité, en l'occurrence les États-Unis, la Chine, sont déterminantes. Et de ce point de vue, il était important que les États-Unis n'aient pas mis leur veto et encore moins se soient abstenus, comme on aurait pu le penser par rapport à la décision que d'aucuns voulaient remettre en cause par rapport au changement de régime, enfin à la passation de pouvoir entre le président Donald Trump, qui avait reconnu la marocanité du Sahara le 10 décembre dernier, et la nouvelle administration. Donc je crois qu'il y a matière, évidemment, à réfléchir à la manière dont les agendas diplomatiques se jouent sur le continent africain, avec des externalités qui, évidemment, ont besoin d'appuyer fondamentalement sur une unité politique. Elle est pleine et entière depuis le retour du Maroc au sein de l'Union africaine, mais elle est balbutiante et elle a du mal à se mettre en place au niveau économique. Et je crois que la position chinoise est parfaitement claire et lisible. Il lui impacte énormément d'avoir une politique de bon voisinage avec tout le monde, mais surtout de mettre en place la zone de libre-échange continentale. Et évidemment, si un certain nombre de pays ne sont pas en adéquation ou ferment leurs frontières ou récusent une coopération bilatérale ou une coopération de voisinage, cela remet en cause fondamentalement le principe de la libre circulation, non seulement des hommes, mais surtout des marchandises du point de vue chinois. Peut-être est-ce cette grille de lecture qu'il faut avoir par rapport à la position chinoise, donc qui a voté la résolution 2602. Qu'en est-il des agendas? Vous avez parlé d'agenda diplomatique et géostratégique. Qu'en est-il des agendas sécuritaires? Et là, dans ce sens, j'aimerais rappeler le titre de l'ouvrage auquel vous avez participé, Rethinking the Sahara Dispute, ou Repenser le conflit au Sahara, dans lequel vous êtes particulièrement intéressé au volet de lutte contre le terrorisme, ce que vous dites de guerre contre le terrorisme du Sahara au Sahel. Cela a-t-il aussi, j'ai envie de dire, encourager des prises de position dans le cadre de cette résolution qui vient d'être votée vendredi dernier? Oui, et elle conforte une autre idée, c'est-à-dire l'importance de la diplomatie marocaine et le rôle que devrait jouer le Maroc dans la stabilité de la région dans son acception la plus large. Non seulement le Sahara, mais la question du Sahara et du Sahel, évidemment, avec les interconnexions. On a évidemment tous en tête le fait que la famille Al-Sahraoui, avec les deux frères, Abou Walid Adnan Al-Sahraoui, qui a été mis hors d'état de nuire par une frappe française mi-août dernier, et la mort de quelques semaines plus tôt de son frère, Abdel Hakim Al-Sahraoui, qui est décédé donc à Ménaka. Tous deux, évidemment, c'est de notoriété publique. Je l'écris d'ailleurs dans l'article. Avant de prêter allégeance à Daesh en mai 2015, se sont entraînés ou appartenaient évidemment à l'armée populaire de libération sahraoui. Donc évidemment, l'interconnexion est importante et cela conforte l'idée que les pays du voisinage septentrional du Sahel, et je pense évidemment au Maroc, mais j'y ajoute aussi l'Algérie et la Tunisie, ont un rôle à jouer dans la stabilisation de la région. C'est la raison pour laquelle, avec la tension nouvelle créée par le refus de survol des appareils militaires français que l'Algérie a décidé de mettre en place vis-à-vis du redéploiement, ou dans le cadre plutôt du redéploiement de l'opération Barkhane, fait d'emblée jonction avec la nécessité d'entretenir les meilleures relations possibles avec les autres partenaires que sont le Maroc et la Tunisie, où évidemment je mets de côté la Libye par rapport à l'instabilité chronique qui la caractérise. Je crois que c'est important d'évoquer le fait que l'on ne pourra pas régler la question du Sahara sans avoir les ferments de négociation nécessaires pour régler la question du Sahel. La question du Sahel impacte évidemment sur le Sahara et de facto sur la stabilité de l'ensemble du continent africain et de sa partie occidentale, mais que bien évidemment, il s'agit d'un modèle coopératif, de collaboration, et de ce point de vue, il est essentiel d'essayer de trouver la manière donc de résoudre de vieux conflits pour trouver
tout spécifiquement les motivations pour régler les conflits plus récents. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Je réitère également mes remerciements au reste des invités qui ont accepté l'invitation de questions d'actu, professeur Abdelatif Komat, professeur Mohamed Ben Hammou et bien sûr Samir Benis depuis Washington. Merci beaucoup messieurs pour l'ensemble de vos éclairages et pour cette enrichissante discussion ce soir sur cette résolution 2602 sur la question du Sahara. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà donc, c'était le premier épisode de votre nouveau rendez-vous sur Médien TV, questions d'actu. Je vous retrouverai tous les jours de la semaine pour analyser, décortiquer et bien sûr commenter les principaux faits d'actualité au Maroc, mais aussi ailleurs. Merci à vous de votre fidélité. Très bonne soirée.